Oui, alors on a le plaisir d'avoir encore les œuvres d'Ambrogio Moiti au mur. Et je voulais vous dire que Ambrogio a eu un entretien avec une historienne de l'art, Jeannette, voilà, qui est historienne de l'art. Et l'entretien donc avec Ambrogio sera sur le site, à Artistes. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi déjà que nous allons recevoir Daniel Epstein pour son livre en janvier. Adolescent, rappelle-moi le titre. Dérive adolescente. La délinquance djihadiste. Voilà. Et on l'aura au mois de janvier. Voilà. Je voulais remercier Gérard Pommier d'avoir la gentillesse de venir au salon pour cette conversation. Je dois dire que ça fait un moment déjà que vous êtes passé dans plusieurs lieux avec ce livre. Donc je voulais tout de suite vous dire que j'aimerais bien que vous ne soyez pas amenés finalement à répéter peut-être des choses que vous avez déjà dit. Et je me disais aussi qu'avec un livre comme celui-là, les interventions que vous avez faites et le retour que vous avez eu vous a peut-être mis aussi dans des questions, à relancer des questions. Donc très librement, on va converser autour de ce livre. Donc je remercie surtout Annick qui m'accompagne aujourd'hui. Donc comme je disais à Pommier, depuis que mes comparses, en tout cas deux de mes comparses ne sont pas là, chaque fois je me fais accompagner par une collègue il se trouve qu'Annick est la première à m'avoir parlé de votre livre et de l'intérêt qu'elle a eu à sa lecture. Donc ce soir, peut-être qu'elle va aussi relancer un petit peu les choses avec vous. Alors, je voulais vous dire que bien sûr, c'est un livre assez exceptionnel qu'on lit et qui porte à l'enthousiasme. Et ça, c'est assez rare parmi les livres de psychanalyse. Là, c'est vraiment un livre qui porte à l'enthousiasme parce qu'il y a un souffle qu'on entend, un engagement dans sa parole de Gérard Pommier qui est tout à fait remarquable. Et je me disais comme ça, je connais un petit peu quand même votre historique, et je me disais que vous aviez sans doute pu faire coïncider dans ce livre votre élan révolutionnaire avec votre intérêt et votre écoute des femmes. Pas seulement des femmes, bien sûr, mais là, j'ai envie de dire votre intérêt et votre écoute des femmes. Et là, il y a quelque chose qui coïncide avec votre élan révolutionnaire. Alors, donc, Féminin, révolution sans fin, j'ai envie de dire que Gérard Pommier parle d'une étincelle révolutionnaire des femmes. Enfin, il développe tout ça de façon tout à fait articulée, importante. C'est un livre qu'il faut lire. Mais j'avais envie de dire à Gérard Pommier que c'est chez lui qu'il y a une étincelle révolutionnaire dans ce livre. C'est évident. Il y a des remarques qui sont tout à fait étonnantes, au sens où vous dites des choses qui viennent vraiment contredire toute une doxa dans laquelle nous tous nous baignons depuis des années. Et vous avez des formules qui sont bouleversantes. La plus bouleversante que j'ai trouvée, c'est ce que vous dites à propos de la formule de Lacan, on peut se passer du père à condition de s'en servir, et vous dites à condition justement de ne pas s'en servir. Et on comprend bien pourquoi vous tordez les choses comme ça, puisque le vif de votre propos, c'est quand même la question de la chute, enfin de la régression du patriarcat, et de ce qu'on dit aussi de façon répétée, c'est le fait que le père n'a plus la place qu'il avait avant, qu'il est en train de se déliter un peu. Enfin, tout ça est tout à fait important chez Gérard Pommier, qui vraiment vise quelque chose de révolutionnaire au sens, allons au-delà. Il y a une possibilité, les femmes,
enfin, votre livre parle au fond de l'histoire des femmes, de leur oppression et de l'actualité de l'histoire des femmes aujourd'hui, qui ont bien sûr fait un pas considérable. C'est évident, et je crois que votre livre marque vraiment de façon ferme qu'il y a quelque chose à revisiter, à revoir, qu'on est dans une période de mutation qui fait qu'on ne peut pas dire les choses tout à fait de la même manière qu'on les a dites pendant X années, que Freud l'a dit, que Lacan l'a dit. Vous êtes tout à fait freudien dans ce livre, mais j'ai envie de dire que vous êtes freudien après Lacan quand même, et que si vous reprenez certains éléments plutôt du côté de Freud, tout ce que vous dites, vous entendez de la jouissance, c'est quand même aussi passé par, certainement, par tout ce que Lacan a pu dire, bien que vous dites aussi, vraiment, tout ce que Gérard Pommier avance fait un pas par rapport à ce que déplace les questions par rapport à la manière dont on pouvait les dire jusqu'à maintenant. Sur beaucoup de points qu'on ne pourra pas toutes reprendre, peut-être que Gérard Pommier en reprendra certains, mais c'est vraiment cette volonté dans ce livre de Gérard Pommier à essayer d'aller au-delà, de faire avancer quelque chose en fonction de la mutation actuelle. Alors, il y a une question dont on a parlé entre nous déjà plusieurs fois. Certains d'entre nous pensent que quoi qu'il en soit de ces mutations, au fond, dans les cures, c'est pareil. Et peut-être que, enfin, tout le monde ne pense pas ça. Et je serais intéressée aussi de vous entendre et d'entendre au fond qu'est-ce que ça a fait varier aussi, ou est-ce que ces mutations des familles, de l'amour, du sexe, de tout ça, qu'est-ce que ça change aussi dans votre approche dans la cure? Est-ce que ça modifie des choses dans la cure? Ça me paraît une question sur laquelle j'aimerais vous entendre. Alors, c'est sûr que il y a beaucoup de choses dans le livre, au sens où l'érudition, bien sûr, de Gérard Pommier fait qu'il y a de l'histoire, il y a de l'anthropologie, et il y a aussi beaucoup de littérature. Et il y a à un certain moment vraiment un ton lyrique, un élan très lyrique, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que on entend bien Gérard Pommier, un homme, quand même. Un homme, quand même. C'est bien fait venir. Un homme, quand même, au sens qui s'engage comme homme dans sa parole et dans ce qu'il dit. Et ça, c'est très, très réconfortant. J'ai envie de dire qu'il pourrait être notre, comment on dit, qui pourrait plaider. C'est un livre qui porte la cause des femmes. Hein. C'est très, très, très évidemment, hein, c'est clair. Je trouve d'ailleurs que peut-être par certains côtés, vous idéalisez un peu. Oui. Sans doute. Toute ma vie va contre. Oui, il y a quand même, oui, il y a vraiment un ton de sincérité dans ce livre qui est tout à fait prenant, qui fait qu'on est passionné de le lire, mais il y a aussi une thèse, un point de vue psychanalytique, et qui est important, puisque il me semble que c'est le motif sexuel de l'oppression des femmes qui me paraît central dans le propos de Gérard Pommier. Alors, il prend cette question, et vous le dites à un moment donné, pas tellement du côté de l'amour, dont vous dites que c'est trop élastique, ou trop, vous avez une expression autour de l'amour, mais vous le prenez vraiment du côté de la jouissance, de l'organe, de l'orgasme. Bon, c'est Bien bon. aussi, naturellement. Bon, vous allez m'excuser depuis un certain temps. Les lapsus pleuvent. Voilà. Enfin, je me suis dit finalement que c'était votre écriture à vous du non-rapport sexuel. C'est une façon de le dire. Non, le rapport sexuel. Oui, mais je le dis un Ouais. peu
comme ça, en boutade, Ah, d'accord, du non-rapport, parce que vous savez bien que tout le monde écrit sur le non-rapport sexuel. pas moi. Ben justement, mais vous le contredisez. Mais c'est quand même votre façon de dire la non-coïncidence, si je puis dire. Enfin, vous nous en direz plus, parce que Pas tout le temps quand même. pas tout le temps. Bah voilà, c'est des questions. Ouais, ouais. Des questions. Oui. Bon, qu'est-ce que je crois que je vais peut-être pas en dire beaucoup plus, à part que véritablement, ce que dit Gérard Pommier, on ne le trouve pas ailleurs. Alors, je pense que votre livre a dû en faire frémir certains. Je ne sais pas s'ils se sont manifestés auprès de vous. En Ouais. tout cas, certaines de vos thèses ont dû les chiffonner un peu. Ah bah oui, non oui. Surtout tous ceux qui tous d'élite. Oui, ce qui est passionnant aussi, c'est la lecture du symbolique par Gérard Pommier. Tout ce que vous dites sur le symbolique ouvre vraiment un champ, le symbolique comme transgression perpétuelle. Enfin, il y a plein d'espoir dans votre livre. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on croit se déliter, au contraire, ce qui est formidable, c'est que vous essayez de prendre par où ça peut marcher, par où ça va marcher de toute façon. Et ça, c'est passionnant. Et je crois que je vais passer la parole à Annick. Et le désir du Père qui est central et qui centralise tout, qui est aux commandes. Et alors qu'on est habitué, bien évidemment, là aussi, à parler du désir de la mère. Et vous dites non, le désir, c'est pas seulement le désir de la mère, mais il y a un désir spécifique du père. Et vous parlez de ces pères qui ont envie qui ont envie d'avoir des enfants. Et ça, c'est rarement dit. Et vraiment dans notre clinique, parce que c'est plus maintenant qu'avant, je ne sais pas, mais c'est quand même quelque chose qu'on rencontre de façon Bah oui. qui est là, très... Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Enfin bon, on ne prend pas toujours de cette manière-là, comme vous le prenez. Il y a un désir qui est singulier et qui oriente aussi bien la fille que le garçon. Alors on pourrait penser que finalement, il y a peu de place pour la mère dans votre livre. On la rencontre assez peu. Alors je me suis dit que probablement, ça vient du fait que vous vous intéressez à la fille, au garçon et pas à la mère. Oui. La mère, c'est de surcroît, c'est un peu pire. Enfin, c'est comme ça que j'ai entendu un peu des choses. Je vous remercie quand même de cette présentation. Très brève. Oui, mais... Non, on reviendra. Oui. Mais vraiment, c'était passionnant. Et je recommande vraiment la lecture et pas le commentaire. Parce qu'il y a un ton, un style et des choses passionnantes et qui concernent notre époque de mutation où on est en interrogation sur beaucoup de choses. Eh bien, à mon tour de vous remercier, Gérard Pommier, pour ce dernier livre, Féminin, Révolution sans fin, où vous vous faites voyant, sinon visionnaire, avec cette part de rêve qu'implique la Révolution. C'est un livre dont le souffle nous emporte au fil des découvertes de votre lecture des événements et scansions de l'histoire. Et vous en repérez le moteur secret, le féminin. Mais qu'est-ce que le féminin? Alors, la révolution dont vous parlez est à entendre dans son sens subversif, rupture, changement, mais aussi astronomique, de retour à un certain point, bouclage d'un cycle. Ce qui déjà pourrait commencer à poser la question des affinités du féminin et de la pulsion de mort. Je n'y reviendrai pas. Enfin, pas manifestement. Si le féminin peut se présenter comme une menace pour la virilité en faisant appel à la vigilance, sinon à la domination masculine,
vous montrez qu'aussi brimé, aussi censuré soit-il, le féminin ne manque jamais de faire retour en mettant en question les valeurs les mieux établies. Le féminin, remarquez-vous, s'avère ainsi essentiel à la culture. C'est ce que je relevais. Et ce retour du féminin, si je vous ai bien lu, a tendance à se faire sur le mode du déchaînement, tel celui des furies, des ménades, de ces hordes de femmes qui, à la tombée de la nuit, se réunissaient sur les hauteurs, je vous cite quasiment, puis dévalaient en direction de la ville, saccageant tout sur leur passage, émasculant et dévorant. En remarquant que l'histoire a toujours été écrite par des hommes, vous soulignez aussi que le rôle des femmes pendant la Révolution n'a pas été suffisamment reconnu. Elles n'étaient pourtant pas les dernières à marcher sur Versailles armées de la pique et de la fourche. Elles participaient de cette foule que vous qualifiez de féminine, c'est une idée, je trouve, intéressante, c'est-à-dire spontanée, insurrectionnelle, à la différence des foules organisées et hiérarchisées, telles celles décrites par Freud. Mais était-ce le féminin qui s'exprimait là, ou bien l'hystérie collective? L'une est-elle la forme symptomatique de l'autre, symptôme d'une répression qui prendrait sa revanche, ou d'une bisexualité psychique dont les femmes seraient plus proches? Votre livre intervient à son heure, une heure nouvelle. Il s'agit d'un moment où le patriarcat vacille et où la domination masculine se trouve mise en question, tout au moins dans nos pays occidentaux, ne l'oublions pas. Il n'empêche que dans très longtemps, les femmes y ont eu affaire et que la lente émergence de leurs droits ne s'est pas faite sans résistance aussi de leur côté. Elles ne peuvent être de pures victimes. Sur le plan clinique, et au-delà de la distinction hystérie féminine, hystérie masculine, vous précisez que l'hystérie féminine ne concerne pas seulement les femmes, et l'hystérie masculine pas seulement les hommes. En vous référant au temps actuel, ce serait sans doute intéressant que vous nous en disiez un peu plus. Mais n'est-ce pas l'ensemble de votre livre qui peut être considéré comme un livre de clinique, imprégné par la clinique? Une clinique où la question du féminin se trouve de façon tout à fait novatrice, couplée à une autre, et c'est un acte que de la nommer le désir du père. Pas l'amour du père, pas la jouissance du père, non, le désir du père. À la différence de ce que Lacan a proposé avec la métaphore paternelle, où le désir est du côté de la mère, et où le père se trouve réduit à un nom, le nom du père en tant que support du symbolique, le désir se trouve dans ce livre de Gérard Pommier du côté du père. Et c'est la jouissance du côté des femmes, quod matrem, comme disait Lacan dans le séminaire encore. Une jouissance féminine qui échappe aux hommes, les laisse sur le bord, mais peut les fasciner, les horrifier, et même les rendre jaloux. Gérard Pommier montre comment le désir du père en tant que causé par le féminin oriente le désir du sujet sur cette voie, avec des effets de féminisation à la fois redoutés et recherchés chez les fils comme chez les filles. Pour les uns comme pour les autres, leur relation à l'autre sexe s'inscrit dans la relation au père, dont, semble-t-il, ils ne parviennent jamais complètement à s'abstraire, sauf pour les fils à devenir pères à leur tour, et par là reconduire la position en question. Quant aux filles, c'est une autre affaire, où elles sont amenées aussi à régler quelques comptes. Vous dépliez largement, Gérard Pommier, cette notion de désir du père, tel un nouage entre le réel, le symbolique et l'imaginaire, tel un nouveau concept psychanalytique dont la fonction serait centrale et décisive. À se demander pourquoi des générations d'analystes donnent l'impression d'être passés à côté, de l'avoir soigneusement laissée dans l'ombre, ou bien à d'autres. Était-elle trop brûlante?
qu'il s'agisse de l'époque de Freud ou celle de Lacan. Mais à une époque, la nôtre, où les rôles entre les hommes et les femmes donnent l'impression de plus en plus d'être considérés comme interchangeables, où il existe des enfants avec 2 papas ou 2 mamans, qu'est-ce qu'un père? Et surtout, qu'en est-il alors du désir du père? Merci pour ces questions, mais j'en ai oublié beaucoup au fur et à mesure, donc vous me les rappellerez peut-être, mais je voulais vous remercier en tout cas de m'avoir vu mon effort pour essayer de cerner ce qui fait la question urgente pour ceux qui s'intéressent à Freud, qui s'intéressent à la psychanalyse. Vous me disiez avant qu'on commence que peut-être je pouvais dire autre chose que ce que je dis d'habitude. Ce que je peux dire, c'est peut-être tirer les leçons du nombre de fois où j'ai fait des présentations de ce livre dans des librairies, à la Maison de l'Amérique latine ou en province, et des leçons que j'en ai tirées. Je dirais que ça m'a rendu peut-être encore plus extrémiste que ce que j'étais au moment d'écrire ce livre. Je me formule les choses dans mon esprit comme si, au fond, ce qui se passe dans notre société depuis, de manière accélérée, depuis 20 ou 30 ans, peu à peu, on ne se rend pas compte à quelle vitesse vont les choses, que par exemple, jusqu'en 65, je crois, les femmes n'avaient pas le droit de signer de chèques sur leur mari. Hein. Il y a eu seulement, il y a 3 ou 4 ans, un décret autorisant de nouveau les femmes à porter un pantalon. C'est bizarre, mais les pantalons ont été interdits de port aux femmes en 1793. Il y a eu des sections féminines révolutionnaires qui finalement ont été enterrées par les hommes révolutionnaires, et à ce moment-là, le pantalon a été interdit aux dames et seulement réautorisé depuis quelques années, à peine. À leur porter depuis longtemps, sans même être au courant de cette interdiction. Voilà. Alors donc la leçon que j'ai tirée, c'est que nous sommes à un changement de civilisation tout à fait unique. Je me formule les choses comme ça, c'est que c'est un changement de civilisation unique depuis l'invention du monothéisme. C'est-à-dire, ça va chercher quand même assez loin, c'est-à-dire Abraham, quoi, on peut dire, le sacrifice d'Abraham, en plein le sacrifice d'Abraham, alors que c'est Abraham qui voulait sacrifier son fils. Il faut bien voir que la doxa a véhiculé cette idée que c'était Abraham qui était sacrifié, c'est-à-dire le Père. Le Père était sacrifié. Depuis le début des temps, le Père n'arrête pas de se casser la figure. Il ne faut pas croire que ce soit une idée nouvelle, cette histoire de chute du Père. Vous pouvez trouver ça à tous les siècles. Horace, au 1er siècle après Jésus-Christ, déplorait déjà les fils qui sont pires que les pères, qui eux-mêmes étaient pires que leurs pères, et qu'on va vers la catastrophe. Vous connaissez ce refrain est là dans notre milieu d'une manière tout à fait importante. Donc je dirais ça comme leçon que j'ai tirée de ces différentes présentations. Nous sommes à un changement de société radical. Il faut que nous en prenions la mesure, sinon c'est notre art, la psychanalyse, qui va être minoré pour avoir quoi? Pour avoir pris fait et cause pour une société révolue. C'est-à-dire le patriarcat. Avec tout ce que vous pouvez trouver de patriarcal de manière outrancière dans un certain nombre de théoriciens. Je dirais pas trop Freud quand même. Pas trop Freud parce que quand il voit que ça chauffe, il dit oh bah écoutez, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, voilà. Hein. De même que les conceptions de Freud du féminin, de la femme en devenir, tout ça était quand même extrêmement souple de sa part et d'une intelligence exceptionnelle. Et en tout cas, je ne me souviens pas avoir lu dans Freud
des affirmations patriarcales, péremptoires, du genre les hommes ont le phallus et les femmes ne l'ont pas, ce qui me semble vraiment assez rigolo, parce que je ne vois pas comment un homme pourrait l'avoir en érection, tout du moins, sans le désir d'une femme, qui en est donc tout aussi bien propriétaire, si je peux dire. Voilà. Le phallus est un entre-deux, ce n'est pas du tout la propriété d'un sexe contre un autre. Voilà. Donc ça, c'est une parmi d'autres des choses que je travaille, de montrer que cette phallicisation, cette appartenance du phallus mérite d'être amplement révisée. Mais je reviens à ma première idée, les leçons que j'ai tirées, c'est si nous ne réfléchissons pas au changement de société, au lieu de faire quoi? Au lieu de faire ce que, à ma connaissance, toutes les associations de psychanalystes ont fait, c'est-à-dire de freiner les cas de fer, de se taire, et de rêver du bon vieux temps où le patriarcat régnait en maître. C'est-à-dire qu'il faut que nous réfléchissions, je crois, aux endroits où nos positions théoriques ont été en réalité des positions idéologiques, des positions qui correspondaient à une certaine façon de vivre, qui semblait naturelle aux psychanalystes, et que donc ils ont adopté contre Freud essentiellement, contre Freud. Voilà. Alors une des thèses les plus je crois, que je suis content de l'avoir fait. Pas seul, mais enfin, quand même, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, de remettre au premier plan une des trouvailles les plus importantes de Freud dans les 3 essais, de bien distinguer le genre psychique du sexe anatomique. Voilà. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir un corps masculin ou un corps féminin, ça ne préjuge pas du genre psychique. Alors, depuis quelques années, dans les pays occidentaux, aux États-Unis, avec la théorie Gender Studies, et en France aussi, avec les traductions des travaux de Judith Butler, on s'imagine que la théorie du genre, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je crois que le premier inventeur de la théorie du genre, c'est Freud lui-même. Voilà. Alors donc, moi, j'ai pas parlé de la femme sur mon titre, j'ai parlé du féminin. Hein. Du féminin des hommes aussi, parce que quand les hommes s'y mettent, je veux dire, j'ai soutenu cette thèse que la foule révolutionnaire est féminine, qu'elle comporte des hommes et qu'elle comporte des femmes. Elle est féminine dans sa façon de remettre en cause, quoi donc, un pouvoir patriarcal, c'est-à-dire qui fige la question de ce que c'est qu'un homme. En réponse, c'est un père. Voilà, ça aussi c'est une des leçons depuis que j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai beaucoup approfondi cette tout de même, depuis l'invention du monothéisme, à la réponse à la question qu'est-ce qu'un homme, le monothéisme a toujours répondu par ayez des enfants, soyez père. Soyez père, comme ça vous économisez la question qu'est-ce qu'un homme. C'est-à-dire, vous pouvez dire ça, je veux dire, de tous les côtés dans la Bible, que dans la Torah, que cette nécessité de la paternité pour les hommes qui recouvre complètement une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la réponse à qu'est-ce qu'un homme, c'était facile. Un homme, c'est quelqu'un qui est viril. Voilà. Hein. Ou bien un homme, c'est celui qui va devenir père, en effet. C'est-à-dire, c'est un fils qui en termine avec sa position de fils en voulant avoir des enfants lui-même. Voilà. D'où un espèce de conflit
de conflit sacrificiel, sacrifice d'Abraham comme vraiment fondateur du patriarcat, position sacrificielle du père qui fait que la réponse est en quelque sorte une reduplication indéfinie de ne plus être un fils en devenant père, avec cette position sacrificielle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pièce qui s'appelle Affabulazione de Pasolini. Voilà, ça c'est une grande pièce sur ce que c'est que la paternité. Je vous conseille de la voir. Où il y a la pièce de Strindberg, le père aussi. Où on voit bien à chaque fois cette position sacrificielle. C'est le père qui souffre, ainsi de suite. C'est le sacrifice d'Abraham, du début du patriarcat. C'est-à-dire, au nom de ce sacrifice, au fond, assurer un pouvoir qui... j'ai été trop vite, qui rejette le féminin. Parce que la question, qu'est-ce qu'un homme? Le prolongement que j'ai fait de mon travail depuis 3-4 mois, c'est de trouver que la question centrale, c'est qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Recouvert par la réponse, c'est un père. Hein, dans toutes les religions patriarcales. C'est une façon, en quelque sorte, qu'est-ce qu'un homme? Toujours, on peut lire ça dans la Torah, on peut lire que Dieu a créé l'homme à son image, Tselem Elohim. Vous connaissez cette Tselem Elohim. Mais justement, Dieu n'a pas d'image. Donc l'homme est créé à l'image d'un Dieu sans image. C'est quoi? C'est abattre les idoles. C'est en finir avec les idoles. C'est le début sacrificiel du Père lui-même, du monothéisme. Voilà. Alors, à partir de là, donc, se pose la question, comment est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est qu'un homme? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est qu'un homme? En voyant bien que c'est à partir d'une bisexualité d'origine. C'est ça que je suis content d'avoir remis au goût du jour, si tant est que je sois lu, c'est-à-dire cette invention qui accompagne les débuts de la psychanalyse, qui s'appelle la bisexualité. C'est-à-dire Freud avec son copain Fliss, un peu parano, c'est vrai, et qui voyait la bisexualité comme une bisexualité organique, alors que Freud, pas du tout. Très vite, il a dégagé cette notion de bisexualité psychique, c'est-à-dire personne n'est complètement homme, ni complètement femme, c'est une lutte pour devenir un homme, pour être un homme, tu seras un homme, mon fils, etc. Vous connaissez la chanson. Et pour une femme, c'est pareil. C'est un chemin difficile, pénible. La féminité n'est pas donnée dès le départ, c'est un acquis beaucoup plus long d'ailleurs que pour les hommes, où il leur suffit de prendre une épée en bois et de se bagarrer pour s'affirmer comme viril, justement, contre l'adversaire qui, lui, est donc, par conséquent, féminin. Donc, guerre à outrance, en quelque sorte, comme guerre des genres pour affirmer le genre propre. Donc ça, je considère que c'est vraiment un retour nécessaire des psychanalystes à ce qui a centré les travaux de Freud, et sur lequel il revient encore dans un texte aussi tardif que Analyse terminée, analyse interminable. Il en parle encore de ça, où il l'a fait comme étant l'équivalent de l'angoisse de castration, c'est-à-dire de la féminisation par qui? Par un père, c'est-à-dire on retombe là encore sur la question du désir du père, d'un désir du père qui est féminisant. Et à partir de là, on voit bien que, garçon, celui qui dit non, qui résiste, qui lutte contre ce désir du père, qui tue le père d'ailleurs, hein, et fille,
celle qui dit, pas forcément non d'ailleurs, mais oui et non, enfin ça se discute, ce qui fait la complication du devenir féminin en quelque sorte par rapport à cette séduction paternelle qui est un véritable embarras pour toutes les filles, et pour toutes les femmes aussi d'ailleurs. C'est quelque chose qui se termine pas comme ça, qui se reduplique dans ce qui fait rapport sexuel. Je m'excuse, mais j'y tiens beaucoup. Non, vraiment j'y tiens. Voilà. Voilà. Donc je crois qu'il y a ces axes principaux. Premièrement sur le désir du père. Deuxièmement sur la question de la bisexualité psychique. Parce que c'est sûr que je vais me faire agrafer sur cette question par des gens qui, sans doute, c'est pas leur façon de voir, mais qui finalement soutiennent des positions parfaitement patriarcales. Vous le répéterez pas en dehors d'ici, parce que je voudrais garder mes amis, mais si vous regardez les mathèmes de la sexuation de Lacan, ce sont les mathèmes du patriarcat, il faut quand même bien le dire. Parce que, je veux dire, quand c'est marqué noir sur blanc, vous pouvez reprendre le commentaire, ça tient des lignes, ça tient des lignes. Donc on ne peut pas se tromper sur ce que Lacan a dit, qu'il y en avait au moins un qui dit non à la castration, c'est la fonction, c'est le père. C'est invraisemblable, c'est contre Freud. Mais enfin, en quoi est-ce que le père dirait non à la castration? Comment c'est possible? Voilà. Et que de ce fait, les hommes peuvent prétendre être tout sous cet abri paternel. Parce qu'il y en a un qui fait limite. Voilà. Comment est-ce que les hommes peuvent prétendre être tout alors que les femmes seraient pas toutes? C'est quand même ça exactement que dit Lacan. Voilà. Alors, Lacan, c'était un homme de son époque, de l'idéologie de son époque. On ne peut pas lui demander de... Comment dire? Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Hein? Ça fait rien? On peut en discuter. Oui, on pourra en discuter. Ouais. Non, mais si on continue à répéter des trucs comme ça, je veux dire, heureusement que personne ne comprend, parce que sans ça... Non, mais si on peut essayer de continuer. Oui, d'accord, je continue encore un peu. Il n'a pas dit que ça. Oui, mais enfin... Non, mais moi, je veux dire, ça vous paraît peut-être bizarre, parce que en plus, c'est pas seulement sur ce point-là que j'ai des critiques à faire, c'est un certain nombre d'autres façons d'aborder les problèmes de Lacan me semblent datées. Alors que des points de vue de Freud ne me semblent pas datés. Semblent mériter des prolongements, mais ne me semblent pas datés. Voilà. Et malgré ça, je soutiens que je suis encore lacanien, mais pas sur ces questions-là, pas sur des trucs qui sont datés d'époque. Vraiment patriarcaux. Il a complètement dépassé la question. Il a dit ça, oui, enfin, peut-être qu'il a dit ça à un moment. Non, mais je vais pas. Mais non, mais je vais pas vous esquinter votre Lacan. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas la peine, hein? C'est intéressant de pouvoir débattre des choses. Oui, non, mais je sais très bien que je n'aurai pas raison sur ces questions-là, parce que c'est une doxa de groupe et c'est pas possible. Non, c'est pas d'accord, c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est votre livre. Oui, d'accord. D'accord. C'est intéressant. Alors, non. Alors, je veux dire, simplement de resituer au centre la bisexualité, je vais vous en mettre encore un wagon. Si on met au centre la bisexualité, c'est-à-dire le choix du genre, sous le coup du désir du père, c'est-à-dire c'est par rapport au père, par rapport au désir du père, que certains, ceux qui sont du côté masculin, disent sortent l'épée, se bagarrent, et ceux donc s'affirment masculins par rapport à cette angoisse de féminisation par le père, et que d'autres se déclarent féminines en allant dans le sens de ce désir du père, mais quand même pas trop loin, parce que c'est incestueux.
Voilà. Donc il y a ce mouvement d'aller-retour qui caractérise, non pas la position des femmes, mais une position féminine, que ce soit féminité des hommes ou féminité des femmes. C'est exactement la même chose. Donc, sous le coup du désir du père, choix du genre par rejet du genre opposé. C'est-à-dire un homme n'est jamais si viril que quand il rejette sa féminité. C'est-à-dire qu'il déteste les femmes qu'il adore, pour le dire comme ça. C'est-à-dire un amour-haine sans trêve, sans fin. Un tracas sans trêve, sans fin. Voilà. Rejet d'une moitié du genre. Je retourne à la Torah. Je retourne à la Torah. La femme est créée avec quoi? Non. À côté. La... À côté. Voilà, c'est ça. Je l'ai mis dans mon livre, j'en sais Oui, rien. oui, oui, Ouais. oui, oui. C'est dans le livre. C'est là, c'est là. Je veux dire, évidemment, la côte est une traduction stupide. Stupide, stupide. Vraiment. C'est le côté. C'est-à-dire, c'est la moitié de la bisexualité. C'est ça. Je veux dire, c'est marqué tel que dans la Torah. Il faut quand même bien le dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la conséquence que j'ai pu tirer, qui me paraît une conséquence vraiment majeure, c'est de définir avec beaucoup plus de clarté ce que c'était que la cause du désir. Je fais mon effet en faisant un petit silence. La cause du désir, c'est nous désirons cela même que nous avons rejeté, la moitié de nous-mêmes que nous avons rejeté. Définition de la cause du désir, extrêmement, comment dire, claire, tranchée, simple. Les hommes sont obsédés par le féminin, les femmes sont obsédées par le masculin. Je le dis mal parce que je dis les hommes, les femmes, c'est le féminin, c'est-à-dire une femme anatomique peut très bien être du côté masculin, naturellement. Il y a les États-Unis, on appelle ça les camionneurs, les femmes camionneurs. C'est des hommes, en fait, voilà, extrêmement machos, voilà, qui traitent les jeunes filles avec des claques, voilà, très, très, très macho. Voilà. Donc, au fond, à partir d'un retour à Freud, quand même, c'est une révision de ce que c'est que la cause du désir. C'est-à-dire, ça va quand même assez loin. Parce que, est-ce que la cause du désir est un objet, comme l'a soutenu Lacan, hein, le fameux objet petit 1. C'est pas un objet. Hein? Justement, c'est un objet. Ah, Non. alors peut-être bon. je vais comprendre ce soir ce que c'est. Ah non, non, non. Je Non, mais m'engage pas. expliquez-moi, parce que Ah, peut-être moi, que je je ne le comprends conçois pas. pas comme ça. Oui. Justement, C'est ce une n'est pas. Hein? C'est une perte. C'est pas C'est un quoi? objet, justement. Une perte. Oui, une perte que l'on voudrait retrouver. Ça peut rejoindre à ce moment-là cette autre part. Dans Oui, la à ce bisexualité. moment-là, oui, d'accord. Enfin, Enfin, j'y avais pas pensé Non, non, comme ça. d'accord. Mais On pourquoi peut dire pas, que c'est une perte, en à ce moment-là, poursuivant. on est plus tranquille. C'est en tout cas Mais- pas un objet. Je Mais crois que. Lacan parle d'objet, quoi, du désir. Ben oui, bien sûr que oui. Oui, mais Bon, bah, bon. c'est l'objet. C'est l'objet perdu, oui. Chose perdue. Voilà. Ok. Oui, non, c'est pas grave. On Continue. pourrait s'entendre. alors. Oui, c'est Ouais. Enfin, moi, je vois pas que l'objet la cause du désir, ce soit un objet. C'est une personne qui provoque un certain fantasme, un fantasme unique sur cette personne, sur un sujet, sur un jeu. Et c'est pas, pour moi, c'est pas un objet. Mais le délire de... oui, le type inversé, c'est la féminisation qui assiste à la naissance de la masculinité. Il y a cet Oedipe inversé, enfin chez l'homme au loup, ça fait hallucination. Parce que Mais le désir est hallucinatoire, c'est pas donc, il y a seulement. quelque chose qui fait que il a l'hallucination de son doigt coupé, là il y a forclusion, quelque chose. C'est ce que dit Freud et ce que reprend Lacan pour mettre en place. Oui, quelque mais enfin, chose. les hallucinations, ça existe aussi dans les névroses. Tout dépend ce qu'on entend par hallucination.
Le van freudien, ça s'applique aussi bien aux psychoses qu'à la gradiva. C'est un névrosé. Non, il y a une différence radicale, par exemple, entre l'inquiétante étrangeté et le délire de Chabert. De même, dans la gradiva, il y a quelque chose qui reste de l'ordre du refoulement, tandis que autant chez Lomolo et surtout chez Schreiber, on n'est plus dans le refoulement, ça revient massivement. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que Freud employait également le terme de van pour indiquer ce qu'il y a de structurellement délirant interne au désir. Dans le désir, il y a une dimension hallucinatoire. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Et en même temps, c'est contre l'histoire du bébé qui aurait halluciné le sein, qui aurait halluciné. La question, c'est comment on guérit de cette psychose quand on est un bébé normal. Le bébé n'est pas dans l'auto-érotisme complet et dans les hallucinations. Il est complètement déjà là. Il est complètement et tout à fait avec l'autre. Tout de suite, on lui parle, il sourit, il est là. C'est pas du tout, il n'est pas dans un monde hallucinatoire. Mais inventer quoi? Dieu. Dieu. Ah oui. C'est ça, donc la place de ce concept Ouais. Par rapport à celui du père, qui est tout proche, quoi. De ce père qui serait hors de la castration, celui-là. Ouais, C'est-à-dire, c'est les qualités qu'on donne à Dieu. Ouais. Habitude, non? Oui, tout à fait. Mais enfin, c'est l'inversion de... Comment dire? Il y a quelque chose d'incroyable dans... qui est à la source d'une... c'est presque impossible à le reconnaître. C'est l'Unglauben. L'Unglauben. C'est l'incroyable. L'incroyable, c'est quoi? C'est cette histoire de désir du père qui provoque un amour du père, mais un amour qui ne peut pas se réaliser parce qu'il est incestueux. Si vous voulez, c'est le dilemme dans lequel Schreiber est enfermé, et qui est à la source d'une projection à l'extérieur de cet incroyable sous forme de croyance. Croyance en un Dieu qui pardonnerait ce désir, plus tard, après la fin des temps, etc. Je dirais que c'est cet incroyable qui est à la source de la croyance et de l'invention d'un Dieu qui, parce qu'il est incestueux, parce que c'est un personnage paternel, incestueux, est paricidé, envoyé au ciel, et le signe, je dirais, le plus frappant dans la Torah, pour y revenir encore une fois, c'est que Dieu n'a pas de nom. Je veux dire, on oublie que Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom. Quand Moïse demande au mont Sinaï et comment tu t'appelles, et il répond, je suis celui qui suis. Il n'a pas de nom. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous me faites parler de la Torah 3 fois de suite ce soir. Oui. Sacrifice d'Abraham. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je l'ai entendu comme ça, j'ai l'impression que tout le monde parle de ce sacrifice inaugural du monothéisme en disant sacrifice d'Abraham, et non pas sacrifice d'Isaac. Ben, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'on le dit, que ça se dit Le sacrifice. comme ça. Oui. Dans quoi on parle que du sacrifice d'Isaac? Dans tout le judaïsme, on ne parle jamais du sacrifice d'Abraham, on parle du sacrifice d'Isaac ou de la ligature d'Isaac, mais jamais du sacrifice d'Abraham. Enfin, qu'importe, donc en fait, Oui. on se comprend, ça va. Non, mais on se comprend tout à fait. Je croyais n'avoir pas compris quand vous parlez du sacrifice d'Abraham. Oui. Non, pas Est-ce que tu as une manière de parler du sacrifice du père? Oui. Du père sacrifice. Oui. Se sacrifiant.
Sacrifier son fils. Oui. Oui, c'est quand même une idée centrale, je ne me souviens plus qui l'a repris tout à l'heure, le choix forcé entre Dieu, c'est-à-dire la religion, ou la femme. C'est-à-dire le choix monothéiste a comme conséquence l'exclusion du féminin et l'exclusion des femmes. Ça, c'est réglé comme du papier à musique dans toutes les cultures monothéistes. Oui, C'est dans Dieu, sûrement. Bon, enfin, ce rejet, il a des conséquences tout à fait variables, qui vont depuis les sorcières brûlées pour excès de féminisation, de manifestations d'hystérie féminine. Hein. Coudre la fente. Oui, oui, par exemple. Hein. Ou bien il y a des degrés beaucoup plus civilisés jusqu'à l'état actuel de notre civilisation, où c'est vrai qu'on a la trouille, mais ça va, je veux dire, on arrive à se tenir. Ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Donc il y a quelque chose de corrélatif entre une relative laïcisation de l'amour de Dieu, qui prend d'autres formes. Je ne suis pas en train de dire que l'esprit religieux allait disparaître comme ça brusquement, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, il y a une atténuation de ce côté-là qui va de pair avec une libération du féminin. Ça me paraît certain, hein. Il n'y a plus d'homosexuels brûlés sur la place publique. Hein. Oui, non, mais je veux dire, ça a été très tardif, hein. Je crois que c'est jusqu'au XVIe siècle, il y en a eu qui ont été brûlés. Mais actuellement, dans certains pays, ça Oui, oui. Voilà. Alors à la question que posait Delia Cohen, où est-ce qu'on va? Réponse, on n'en sait rien. Jusqu'où on peut lâcher la bride? Non, mais comme d'habitude, on y va à l'aveugle. Ça, c'est clair. On ne va pas en décider. La seule chose, c'est que ça ne sert à rien de se freiner des cas de fer, sauf à vraiment, en tout cas pour les psychanalystes, être complètement à côté de notre fonction, de notre façon d'entendre ce qui est le propre de la psychanalyse, c'est-à-dire le désir. Point final. Point final. Voilà. Je veux dire, tout choix d'un mode de vie, d'un mode de société tout à fait en dehors de notre art. Voilà, je dirais. Comme ça, pour rester simple. Voilà. Donc je crois qu'il faut bien évaluer ces changements importants et en tirer les conclusions pour notre façon d'entendre nos patients. Donc je réponds à une question qui était posée tout à l'heure. Je suis sûr que nous n'entendons plus nos patients aujourd'hui comme il y a 40 ans, quand les analystes étaient des personnages rigides, engoncés dans leur maîtrise, où le discours de l'analyste était en fait un discours du maître. Et il y en a encore plein, des gens qui se disent psychanalystes, qui sont des petits maîtres, je veux dire, quand on entend parler de leur pratique, des sommes qu'ils font payer, enfin bref, une façon de se comporter qui change en même temps que la société change, je crois. Ce que je répondrai comme ça, c'est que de toute façon, ce qui est originaire par rapport aux questions de l'affiliation, etc., c'est le désir du sujet. C'est-à-dire qu'il existe un désir autonome dès le premier jour. Désir autonome dès le premier jour. Quel que soit tout ce qui peut arriver à un enfant, qu'il soit adopté, qu'il ait été fabriqué en éprouvette ou n'importe quoi,
c'est sa position, c'est à partir de sa position subjective qu'il est possible, non seulement qu'il avance, mais qu'il est possible aussi de l'entendre par rapport à ce désir. Donc, évidemment, je ne dis pas que la question de son origine, comment il est né, s'il a été adopté, si ses parents sont homosexuels, ou ainsi de suite, je ne dis pas que tout ça n'a pas d'importance. Mais je dis que tout cela, il va le traiter à partir d'un désir autonome. Autonome. C'est-à-dire que je m'engage beaucoup en disant ça. Oui. Ça veut dire, le désir est premier. C'est pas la jouissance qui est première, c'est pas vrai. C'est le désir. Le premier cri du nourrisson, c'est son désir. Il crie parce que il y a quelque chose une représentation avec laquelle il est en train de se débattre. Et tandis qu'il se débat, il naît comme sujet. Voilà, c'est tout. À partir de là, la construction se fait. Par répétition du désir, par répétition des traumas, etc. Et parmi ces traumas, il y aura en effet toute son histoire. Je suis d'accord, il y aura tout le bagage culturel et ainsi de suite. Mais c'est quand même lui, cette position subjective-là qui est première. Qu'il introduit dans la dette symbolique au langage. Oui, on peut le dire comme ça. Oui. De même que dans le sacrifice d'Isaac, ça l'introduit dans la dette. Oui. C'est pour ça que la question de l'origine vient forcément. D'où vient cette dette? Oui. C'est quoi cette dette? C'est quoi ce langage dans lequel je vais me précipiter, sur lequel le bébé se précipite, alors là pour le coup, au moment affreux, pour sortir de la détresse du nouveau-né. Oui, tout à fait. Malgré l'ambivalence, le pouvoir, la puissance, l'objet, etc. Oui, je voulais vous demander aussi, Gérard Pommier, vous qui êtes effectivement tout à fait intéressé par l'actuel, quels sont les symptômes comment on pourrait dire, les symptômes qu'on rencontre aujourd'hui dans notre clinique? Oui, avec quels symptômes se présentent les patients aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça vous paraît avoir changé? Je ne sais pas répondre. Moi, je trouve qu'il y a une grande monotonie des structures. Depuis quand même à peu près 40 ans que je rencontre des gens. Une grande monotonie de la structure et une diversité absolue des mises en forme de cette structure qui est absolument toujours surprenante. Il n'y a pas d'exception. Mais ça, avec cette monotonie, c'est-à-dire que, un hystérique aujourd'hui ne diverge sans doute pas beaucoup d'un hystérique il y a 50 ans, quoique il diverge au moins en ceci que il y a 50 ans, il était réprimé par la société pour un certain nombre de ses vœux. Donc ça changeait forcément quelque chose à sa présentation, ça l'exacerbait, ça le mettait en crise plus souvent. Je ne sais pas, c'est difficile de le dire parce qu'avec les médicaments, les psychotropes, on ne peut plus faire de comparaison. Mais les grandes crises d'hystérie à la Charcot, je ne sais pas si ça existe toujours. Parce qu'elles sont, soit parce qu'elles sont érasées par les médicaments, ce qui est possible, soit parce que les conditions d'expression de la féminité sont telles qu'il n'y a plus besoin de faire des crises comme ça pour se faire entendre. Peut-être. La métaphore paternelle, je veux dire, c'est la définition de la forclusion. Si le père n'existait que d'être une métaphore, c'est la forclusion, quoi. Comment voulez-vous le dire plus simplement? Un père. C'est une fonction. Mais non, je veux dire, un père s'affirme par son désir de père. Il veut avoir des enfants pour cesser d'être un fils, pour devenir père. Hein? Donc il sacrifie
il se sacrifie d'une certaine façon en devenant père, en devenant un peu con d'ailleurs aussi. Hein. Je veux dire, ce sont des attributs de la paternité qui sont liés à son désir d'être père pour son fils. Il incarne quelque chose, au fond, dont il ne veut pas. Quelque chose. Est-ce que ce n'est que ça? Hein? Est-ce que ce n'est que ça? Je ne vous ai pas dit que c'était que ça, mais c'est ça d'abord, je veux dire, c'est en finir avec son propre père. C'est-à-dire que la question de la mort, du sacrifice, est en plein dans sa paternité, et combien d'hommes, tous sans doute, sont angoissés par le fait de devenir père, ou bien dans un état d'excitation maniaque de bonheur en devenant père. Ça revient au même, c'est la même confrontation à leur vœu parricide. C'est ça, de la métaphore paternelle, c'est à côté de la question, à côté. Dire que la métaphore serait nécessaire pour la création du langage, pour le capitonnage des phrases, ce qui est nécessaire, c'est, je dirais, ce qui se met en acte dans la parole du fantasme parricide. Quand vous faites n'importe quelle phrase, vous ne dites jamais votre nom, sauf quand vous vous appelez Napoléon. Napoléon a dit que, César a dit que, etc. Mais si vous parlez, vous dites je. Hein, et sous le je, il y a le nom propre, le nom que nous portons, le nom de notre Père, qui reconduit à chaque formation de phrase. Alors, par excès, on peut dire que c'est une métaphore, mais quel rapport ça a avec la métaphore, quand même assez lointain? Je pense que je suis d'accord avec ce qu'on dit là pour parler du rapport au langage, mais le langage en tant qu'il forme des paroles d'un sujet qui, à chaque fois qu'il asserte, chaque fois qu'il dit quelque chose en son nom, d'abord, il faut qu'il y arrive. Ensuite, il faut qu'il puisse le dire à quelqu'un. S'il parle d'autre chose que de la pluie et du beau temps, il prend des risques et il enterre son nom en même temps, le nom de son père. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, moi je veux bien appeler ça de métaphore, si on y tient, si ça permet de se faire comprendre, mais c'est l'acte de la création des paroles qui est important. Oui. Et il est obligé d'en passer par là pour dire son désir. Et Oui, aussi, c'est ça. parce qu'il repère qu'il y a du désir chez la mère. Bien sûr qu'il y a du désir chez le père. Mais enfin, alors on en vient à tout mettre sur le dos des mères, on n'en finit plus. Mais le désir, mais évidemment que le père et la mère sont soumis à quelque chose, à cet ordre du désir, parce qu'ils sont dans le langage, Alors, bon, dans la parole. c'est peut-être vrai pour la schizophrénie, mais pour tous les délires linéaires, les paranoïas, dans Schreiber, quand est-ce que Schreiber parle de sa mère? Franchement, il est uniquement question de son rapport à son père. Son rapport à son père, transposé sous la forme de Flechsig, et sauvé par le fait de devenir la femme de Dieu, d'un certain Dieu. Voilà. C'est un délire linéaire où il est question uniquement du désir du père, uniquement. Alors, où est-ce que vous mettez là-dedans la métaphore paternelle qui serait uniquement dans le désir de la mère? La mère n'y est pas. Non, non. La causalité de la paranoïa n'est pas de la responsabilité des mères. En fait, je crois que vraiment avec ce livre-là, Gérard Pommier, il y a un saut à faire avec vous, qui n'est pas si facile, il me semble. Ouais. Non, mais moi je l'ai fait. Oui, mais il faut vous suivre. J'espère en faire Non, encore quelques autres. Vous sabrez pas mal de choses dans ce livre. Et il faut pouvoir, faire suivre, oui. Oui, absolument. Oui, on va peut-être s'arrêter là-dessus alors. Ouais. Merci. Merci.